Europe 1. 8h13, bonjour Marc Ferracci. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée, rapporteur du projet de loi visant à réformer une fois de plus l'assurance chômage, on va en parler, mais tout d'abord les stations-service, près d'1 sur 3, manque d'un carburant ce matin, ça y est on change de braquet. Écoutez, on a besoin, à un moment ou à un autre, d'accélérer les choses, de faire en sorte qu'on trouve des solutions sur le terrain. Moi, j'ai une pensée pour tous les Français qui ont passé un week-end à galérer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour trouver une station ouverte, pour trouver une pompe avec de l'essence. On sait qu'à l'origine de tout ça, il y a un mouvement social, il y a aussi un contexte international qui a un petit peu perturbé les chaînes d'approvisionnement. D'accord. Fondamentalement, pour l'explication, mais Marc Ferracci, quand Olivier Véran dit intervenir sur les blocages des raffineries, il faut comprendre quoi? Réquisition? La question de la réquisition se pose si le dialogue social n'aboutit pas. Moi, je pense qu'il faut donner sa chance au dialogue social. Avec 15 jours, le dialogue social, quand même. Donner sa chance, vous avez raison, dans des délais relativement brefs, parce que maintenant, on ne peut plus attendre, parce que maintenant, la pression et la contrainte qui pèsent sur les Français et qui les pénalisent lourdement dans leur vie quotidienne se fait trop forte. Et donc, il faut que tous les outils soient sur la table. Moi, j'ai fait quelques négociations dans ma vie. Je pense que pour mener à bien une négociation, il faut être capable d'actionner tous les leviers. Et je pense que le levier de la réquisition peut en être un. Est-ce qu'il n'y a pas une inertie de l'exécutif dans cette crise, quand on se refait un peu le film des derniers jours, avec finalement des prises de parole qui rétrospectivement peuvent sembler un petit peu légères, quand on dit oui c'est un conflit privé, oui mais enfin voilà, quand on a des gens qui peuvent plus aller travailler parce qu'il n'y a plus d'essence dans le réservoir, on est au-delà du conflit privé quand même, Marc Ferracci. Sur cette question... Au moment où il y avait un nombre relativement modeste de stations qui n'avaient pas d'essence, il aurait été peut-être possible de dire attention, il faut engager tout de suite des mesures, des négociations, il faut mettre une énorme pression. Si on avait fait ça, on aurait eu ce qui se passe aujourd'hui, mais on l'aurait eu peut-être de manière encore plus importante, c'est-à-dire des ruées vers les pompes, parce que les gens auraient eu de l'inquiétude. Et on sait que la ruée vers les pompes... Ah mais on l'a eu ça, Marc Ferracci, vous en avez l'expérience. Mais vous pouvez toujours avoir ça au carré, au cube, et puissance 10. Ouais. Donc il faut quand même faire attention au message qu'on porte. Et je pense qu'au début de la crise, l'enjeu c'était de ne pas trop inquiéter, précisément pour éviter ce genre de phénomène, ou en tout cas éviter qu'il ne soit trop massif. Mais vous avez bien vu ce qui s'est passé. On a dit il n'y a pas de pénurie. Ah mais oui, mais on a prononcé le mot pénurie. Voilà. Et peut-être que vous savez, la communication en temps de crise, c'est jamais une science exacte. Mais en l'occurrence, c'est aujourd'hui maintenant qu'il faut trouver des solutions. Bon, il y a cette question de la réquisition qui va se poser, réquisition des personnels pour que les stations soient enfin livrées. Ensuite, il y a le versant négociation chez Total. Alors là, vous dites effectivement, là c'est la partie privée de la négociation, mais qu'est-ce que vous, Marc Ferracci, en tant que député, vous suggérez? Est-ce que Total doit lâcher sur la question des salaires? On sait que ça fait partie des discussions à l'Assemblée. La taxation sur les super-profits, ce genre de choses-là. Il y a quand même, parce que derrière, il y a des enjeux importants qui se jouent pour l'économie française qui, peut-être, dans quelques mois, sera en récession. Vous avez raison d'évoquer ce contexte, ce débat qui a lieu autour de la question des super-profits. Cet été, quand la question s'est posée de taxer les super-profits, le gouvernement a une position assez claire. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est un super-profit. Justement, c'est précisément ce que j'allais dire, c'est que c'est assez compliqué de trier les entreprises qui sont dans une position de faire des profits parce qu'il y a la crise et parce qu'au fond, l'environnement les avantage, et celles qui font des profits parce qu'elles font bien leur travail, parce qu'elles investissent, parce qu'elles innovent. Donc c'est ça la difficulté avec les super profits. Quand la question s'est posée, le gouvernement a été très clair, il a dit il faut que les énergéticiens, il faut que toutes ces entreprises qui concrètement aujourd'hui font des résultats exceptionnels parce que les prix de l'énergie augmentent, il faut qu'ils aient une démarche de partage de la valeur, c'est-à-dire d'augmentation des salaires. Donc Total doit augmenter les salaires de ces salariés des raffineries. Il faut, je sais que les salariés des raffineries sont assez payés, ils sont aujourd'hui à des niveaux de salaire importants, et c'est vrai que quand les Français regardent... Non mais ça veut rien dire, être assez payé, exactement, être bien payé, c'est ce que j'allais vous dire. En relatif, vous pouvez avoir le sentiment qu'ils sont bien payés, mais ce sont des métiers qui peuvent aussi être pénibles. C'est une entreprise qui a la capacité d'augmenter les salaires, et donc la négociation aujourd'hui doit concrétiser ce partage de la valeur et surtout déverrouiller une situation qui est insupportable pour les Français. Oui, mais vous voyez ce qui va se passer derrière. Est-ce que c'est bien raisonnable de pousser les augmentations chez Total, alors que, je vous l'ai dit, peut-être la récession arrive, que dans d'autres entreprises, on va entendre ce message-là en se disant, tiens, finalement, la grève, ça marche, le chantage, ça marche. Et puis, est-ce que l'État va faire la même chose avec les fonctionnaires? Oui, non, mais Marc Ferracci, je tire le fil de la pelote et c'est ça les questions qui se posent. Vous avez tout à fait raison. Quand vous dites la grève, ça marche, le chantage, ça marche, je ne suis pas d'accord avec vous. Si on obtient plus de 5% d'augmentation après 15 jours de blocage, ça marche. C'est un droit protégé par la Constitution. Ce qui est problématique, ce sont des blocages, ce sont des démarches qui
concrètement pénalise tellement lourdement les citoyens dans leur vie quotidienne La qu'ils en grève deviennent avant d'avoir négocié. insupportables. On est quand même là dans une grève avant négociation. Mais vous savez, avant ou après, la question est la même. Le droit de grève, il existe. Maintenant, il ne faut pas en abuser. Et on est dans cette situation où il faut trouver une solution par le dialogue social. Mais moi, je ne dirais jamais qu'une grève est un chantage. Il faut être très clair. Marc Ferracci, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, entre les questions au gouvernement et les discussions sur le budget, c'est le gros dossier de la semaine, il va y avoir un vote solennel sur le texte dont vous êtes le rapporteur. Marc Ferracci, vote solennel, ça veut dire que tout le monde sait que le vote va avoir lieu à telle heure, donc normalement l'hémicycle est plein à ce moment-là. Sur un projet de loi qui intéresse en plus au premier chef les Français, puisqu'il s'agit de la réforme de l'assurance chômage. Alors le fond de l'affaire, Marc Ferracci, c'est que la majorité relative, la majorité du président, souhaite pouvoir faire varier les règles du chômage en fonction de la conjoncture. Il va y avoir des discussions avec les partenaires sociaux sur les paramètres de cette modulation. Qu'est-ce que vous, Marc Ferracci, souhaitez pour cette réforme? Qu'est-ce que vous défendez au nom de la majorité présidentielle? Alors vous avez raison, c'est une réforme qui va donner la possibilité au gouvernement de faire. C'est un élément important parce que le projet de loi qui va être voté, je l'espère, cet après-midi, eh bien, ne comporte pas le contenu de la réforme lui-même. C'est simplement une possibilité. L'idée est assez simple. L'idée, c'est que quand on est aujourd'hui dans une situation où il y a des pénuries de recrutement sur tous les territoires, que ces pénuries de recrutement non seulement empêchent de créer des emplois, mais pénalisent les Français dans leur vie quotidienne. Quand vous avez pas de chauffeur pour les cars scolaires, c'est les enfants qui peuvent pas aller à l'école. Quand vous avez pas d'assistante pour les crèches, et vous avez besoin de trouver des modes de garde alternatifs. Ah, mais sous-entendu, si on n'a pas de chauffeur, si on n'a pas de personnes dans les crèches, c'est parce que les gens sont au chômage et qu'ils veulent pas travailler. C'est ça, Marc Ferracci? Justement, il y a plusieurs raisons. Il y a le sujet de l'attractivité des métiers, il y a le sujet de la formation, il y a le sujet de ce qu'on appelle les freins périphériques, la mobilité, le logement, la garde d'enfants. Les salaires. Mais il y a aussi, et j'insiste, il y a aussi la question de l'assurance chômage. Il y a aussi la question de l'assurance chômage. Et la philosophie de la réforme, c'est de dire que quand on est dans une situation où le marché du travail va bien, il faut que les règles soient plus incitatives au retour à l'emploi. Il faut qu'elles soient plus protectrices quand la situation se dégrade. Oui, mais dans le détail, vous faites varier la prestation, vous faites varier la durée d'indemnisation, la durée de cotisation. À quoi vous personnellement, vous pensez? Alors, Marc Ferracci? très concrètement, il y a des pistes qui sont aujourd'hui sur la table. Il y en a une qui a été écartée, c'est de faire varier le montant de l'indemnisation. Le ministre l'a dit. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas toucher au montant de l'indemnisation? Parce qu'on est dans une situation d'inflation, on est dans une situation où on souhaite protéger le pouvoir d'achat des Français. Il serait malvenu de toucher au montant de l'indemnisation. En revanche, la durée d'indemnisation, le seuil d'éligibilité, c'est-à-dire combien de mois vous avez besoin de travailler pour vous ouvrir un droit à l'assurance chômage. Aujourd'hui, vous avez besoin de travailler 6 mois dans les 24 derniers. Ça, ce sont des pistes qui sont sur la table. La durée, c'est important parce que quand on est aujourd'hui dans une situation où il y a des opportunités d'embauche, eh bien, assez naturellement, les durées de chômage ont tendance à se raccourcir. Donc, il est assez légitime de raccourcir la durée d'indemnisation. Et quels critères déclencherait le passage d'une indemnisation, d'une durée, quels critères pour la modulation, justement? Quels critères pour les changements de règles? Là aussi, il y a plusieurs options. Moi, je recommande de prendre quelque chose de simple, de transparent, d'incontestable. Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail, le taux de chômage tel qu'il est calculé partout ailleurs dans le monde, c'est un bon critère. On sait que quand le chômage augmente, d'abord, il augmente de manière assez homogène sur l'ensemble du territoire, même s'il peut y avoir des exceptions. Et puis surtout, quand le taux de chômage augmente, les durées de chômage ont tendance à augmenter. Vous avez plus de gens qui cherchent et vous avez moins de jobs à pourvoir. Et donc, dans ce contexte, c'est assez logique de faire varier notamment la durée d'indemnisation. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite ce concept de concertation, Marc Ferracci? Parce que la concertation, dans le langage du ministère du Travail, ça veut dire discussion avec les syndicats, les partenaires sociaux, mais sans négociation, c'est pas conclusif. C'est-à-dire, on émet des recommandations, mais ensuite le gouvernement dispose et tranchera, prendra les décisions qu'il a à prendre, Marc Ferracci. À quoi bon ce cinéma, quelque part? Vous savez, la question de la négociation, elle s'est posée. On a envisagé d'envoyer aux partenaires sociaux un document leur proposant de négocier sur la modulation des règles et répondre aux questions que vous venez de poser. Les deux principales organisations, qui sont la CFDT et le MEDEF, ont publiquement affirmé que un accord sur la modulation des règles était impossible, et donc que la négociation ne pourrait pas aboutir. Peut-être parce que le cadre que vous fixez à l'avance depuis maintenant 4 ans fait que de toute manière une entente n'est pas possible et ce qui vous redonne la main systématiquement au gouvernement. Le cadre, c'est celui d'un mandat politique qui a été donné au président de la République. Cette question de la modulation, elle est dans le programme du président de la République. Donc c'est là-dessus
qu'on est fondé, qu'on est légitime à demander aux personnes de négocier. Ils ne souhaitent pas négocier, dont acte. Donc on engage une concertation. Et pour rebondir sur ce que vous dites, une concertation, ça n'est pas forcément des décisions unilatérales qui sont annoncées aux gens. Une concertation, c'est des options qui sont mises sur la table. Est-ce que vous voulez faire varier avec le taux de chômage? Est-ce que vous voulez faire varier la durée? Est-ce que vous voulez faire varier et avec quel seuil? Et ensuite, les gens émettent leurs recommandations, émettent leurs suggestions. Moi, j'en ai mené des concertations quand je travaillais avant au ministère du Travail. Je peux vous dire qu'on rentre pas, on sort pas de la concertation toujours avec le même document que celui qu'on avait en Non, mais j'entends bien, Marc Ferracci, mais vous dites tout à l'heure à propos des négociations chez Total, le gouvernement n'a pas à mettre son nez là-dedans, c'est une affaire privée. Historiquement, je rappelle quand même que la convention de l'UNEDIC, la convention assurance chômage, c'est les partenaires sociaux qui la discutent. Or, on voit que depuis 4 ans maintenant, c'est terminé. C'est le gouvernement qui a la main totalement. Et on a ce simulacre, pardonnez-moi de le dire, mais de discussion avec les partenaires sociaux. Ce n'est pas un simulacre. Je ne retiens absolument pas ce mot. En tout cas, c'est ce que eux disent. Hein. C'est ce que eux, c'est le sentiment qu'ils ont. Je veux dire quelque chose d'assez simple. À un moment, c'est l'État qui a la responsabilité politique du chômage, de la précarité de l'emploi, de la prolifération des contrats courts. C'est à lui qu'on fait grief de la progression du chômage. Je pense qu'il est légitime, et c'était le sens du programme du président de la République en 2017, de donner à l'État plus de leviers pour agir sur le chômage, la précarité et les contrats courts. Et c'est ce que la première réforme de l'assurance chômage a cherché à faire. Il est logique que dans cet esprit de responsabilité politique, l'État reprenne un petit peu la main sur l'assurance chômage. Et j'indique, et j'en termine, que l'État a encore un rôle qui est plus limité qu'il ne l'est dans d'autres pays. Donc à un moment ou à un autre, les partenaires sociaux ont toujours un rôle. Ils ont un rôle. Ils vont continuer de l'avoir et ils souhaitent d'ailleurs discuter de ce rôle dans le cadre d'une négociation sur la gouvernance qui va débuter dans les prochaines semaines. Bon, on va aussi parler des retraites aujourd'hui, début de la concertation. Alors justement, on continue à parler du chômage puisque l'un des enjeux de cette réforme des retraites, c'est le chômage des seniors. Je donne les chiffres, hein, ils sont quand même pas très très bons. On voit que pour la tranche 55-64 ans, vous avez 56% des gens qui sont au chômage. C'est le taux d'emploi l'un des plus faibles qu'on ait en Europe. 56% de taux d'emploi pour les 55-64 ans, vous n'êtes pas d'accord? Alors, c'est juste de pas mélanger taux de chômage et taux d'emploi. Il y a 56% de taux d'emploi, c'est la proportion des gens qui travaillent. Effectivement, c'est un taux plus faible qu'ailleurs. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 44%, près de la moitié, qui n'ont pas un emploi et donc qui ne cotisent pas. Et on voit que ce taux d'emploi, il s'effondre passé 60 ans. À titre de comparaison, on est à 77% quand même en Suède. La question qui se pose, c'est comment faire admettre aux gens qu'il faudra travailler plus longtemps pour partir plus tard si c'est pour être au chômage comme cela plus longtemps. Alors d'abord, vous avez tout à fait raison de parler du taux d'emploi plutôt que du taux de chômage parce que c'est l'indicateur important. Quelle est la proportion des gens qui travaillent? Ce qu'on a vu avec les réformes précédentes, on peut remonter jusqu'en 81 quand on a introduit la retraite à 60 ans, c'est que le taux d'emploi des seniors, plus de 55 ans on va dire, est très sensible aux paramètres de la retraite, très sensible à l'âge légal de départ, très sensible à la durée de cotisation. Il a plongé ce taux d'emploi après 81, il a remonté avec les réformes successives, la réforme Fillon, la réforme Touraine, et donc c'est la première des raisons pour lesquelles on veut faire cette réforme et on veut toucher d'une manière ou d'une autre à l'âge de départ dans le projet présidentiel, c'est qu'on sait que ça aura un effet sur le taux d'emploi. Et vous l'avez bien indiqué, le taux d'emploi des seniors en France, il est plus faible qu'ailleurs. On pourrait aussi faire le même constat sur le taux d'emploi des jeunes, mais c'est un autre sujet. On a besoin de le faire remonter, on a besoin de travailler plus nombreux et plus longtemps afin de créer plus de richesses. Et pour répondre à votre question, on a besoin de cela, pas simplement pour équilibrer notre système de retraite, même si le Conseil d'orientation des retraites a dit qu'il allait être déficitaire et assez lourdement déficitaire dans les 25 prochaines années. On a besoin de ça pour accroître la masse salariale, pour accroître la base des recettes sociales, ça concerne l'assurance maladie aussi bien, mais aussi des recettes fiscales. Ça permettra de financer des investissements dans l'éducation, dans la santé, dans la transition écologique. J'entends bien, mais il va falloir convaincre les gens que ça va fonctionner, parce que la logique, c'est que ceux qui sont dans l'emploi travailleront plus longtemps, ceux qui sont déjà au chômage resteront au chômage plus longtemps avant de passer à la retraite. Alors, vous avez raison, il y a un gros enjeu, c'est d'ailleurs le sens de la discussion qui commence aujourd'hui entre le ministre du Travail et les partenaires sociaux. Il y a un gros enjeu sur l'emploi des seniors. Il y a des mesures à prendre pour favoriser l'emploi des seniors, pour éviter que les seniors restent trop longtemps au chômage. Je vous en donne une seule, parce qu'elle est importante, et moi je l'ai portée ces derniers jours, ces dernières semaines. Quand vous arrivez à 50 ou 55 ans au chômage, la difficulté c'est que vous avez souvent un bon niveau de salaire, vous êtes arrivé en haut des grilles salariales, et on vous propose des offres qui vous obligent à avoir une baisse de salaire, parce que les offres ne sont pas calibrées pour ça. Moi, je pousse, et je pense que le ministre du Travail va dans cette direction, il l'a annoncé, je pousse pour une mesure qui permettrait de compenser en prenant
une partie de vos droits à l'assurance chômage, cette décote salariée. C'est-à-dire vous donnez un petit peu d'argent aux personnes au-delà d'un certain âge qui acceptent de reprendre un job. Oui. Pourquoi ? Parce que ça permet de résoudre ce problème. Bon, il faudra venir nous en reparler parce qu'il y a beaucoup de choses sur la table. J'ai une dernière question pour vous. Le recours au 49.3 dans le cadre des débats sur le budget, en tant que parlementaire, en tant que député, vous avez entendu votre collègue Éric Coquerel hier dire non, ne faites pas ça, mesdames et messieurs du gouvernement. En tant que député, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai aucun état d'âme. Aucun état d'âme d'abord parce que c'est un outil qui figure dans notre Constitution, dans nos institutions. Aucun état d'âme parce qu'on est dans un contexte de crise, d'incertitude profonde dans lequel il faut continuer à agir. Vous savez, moi j'ai l'image du bateau qui est dans la tempête. Quand vous arrêtez le moteur dans la tempête, d'abord vous avez le mal de mer et ensuite vous prenez une vague et vous chavirez. Il faut continuer à agir. Si on doit en passer par le 49.3, on le fera. Et pour terminer avec M. Coquerel, j'indique que la France Insoumise et la NUPES a hier déposé une motion de rejet. C'est-à-dire une motion de rejet, ça veut dire qu'on rejette le budget avant même d'avoir à en débattre. C'est un petit peu contradictoire avec l'appel Ils ont une petite idée de ce qu'il y a dedans quand même. Hein. Avec l'appel qui fait de ne pas utiliser le 49.3. Oui. À un moment, soit on débat, soit on débat pas, mais on ne peut pas refuser le 49.3 et déposer une motion de rejet. C'est un peu contradictoire. Merci beaucoup Marc Ferracci d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes le vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée. Il faudra venir nous parler des retraites. On aura l'occasion. 8h29 sur Europe 1. Dans un instant, Yann Moix arrive et Emmanuel Ducrot. À tout de suite.